bonsoir à tous, toutes. Au fait, c'est donc, comme je disais, la avant-dernière séance du séminaire de cette année. Et donc, on a essayé de monter petit à petit dans la question de l'agir, la complexité, n'est-ce pas? Et dans, ce qu'on peut dire, c'est que on est à un point dans lequel la question de l'agir, en tenant compte de la situation actuelle, n'est-ce pas, nous a conduit à travailler avec un groupe de latino-américains dans lequel il y a quelques Italiens, quelques Français. Et ces groupes-là, c'est celui qui accompagne en Amérique du Sud, non, notre travail. Et en France, vous savez que donc il y a des amis du collectif Malgré tout qui participent de la liste qui a gagné les élections à Corbeil-Essonnes. C'est pour dire qu'on a commencé à diffuser un texte qui était un texte qu'on a produit, fruit d'un travail de 2 années avec ces groupes-là de latino-américains, quelques Français et quelques Italiens. On a produit un texte qui est un texte de travail dans lequel on a mis un tout petit peu ce qu'on pourrait dire les conditions. On s'est mis ensemble avec des gens qui étaient très actifs au Chiapas, au Brésil avec les Indiens sans terre et d'autres groupes indiens, avec des Mapuches, des gens de Mapuche, du Chili surtout, des gens qui travaillent dans la périphérie de Rosario, de Buenos Aires, bon, donc des gens qui sont tous, des groupes qui sont tous des gens qui sont tous dans des pratiques très intensives. Depuis 2 ans, on s'est mis à travailler en essayant de comprendre un tout petit peu, de dire, bon, étant donné l'état des choses actuelles, étant donné l'échec répété des tentatives progressistes, des tentatives non globales, etc., qu'est-ce qu'on peut imaginer en tenant compte en plus cet élément-là de l'émergence d'une complexité telle comme on l'a travaillé ici dans les séminaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant 2 années, avec des gens qui sont donc dans des pratiques très concrètes, on a dit, bon, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mode d'agir? Et alors, l'idée, c'était de dire, bon, on va essayer de comprendre un tout petit peu. On va produire un texte qui n'est pas forcément un texte fini ni unitaire, sinon dans lequel il reste les contradictions, il reste certaines incohérences parce que le groupe n'a pas arrivé à une solution homogène, à une position homogène, etc. Mais on va utiliser ce texte-là, on se dit, pour faire circuler parmi des groupes et des personnes qui sont dans des pratiques, surtout en Amérique latine, pour leur dire, bon, voilà, ces gens-là qui ont travaillé pendant 2 années ont produit ces textes en disant, bon, voilà ce qu'il faut tenir compte, voilà quelles sont les conditions de notre point de vue, voilà quels sont les débuts des pistes, non, qu'on peut suivre. Et on demandait à des gens nominalement, comme ça, qui étaient dans des pratiques, on demandait une restitution, qui nous disent, bon, mais par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Comment ça résonne dans vos pratiques? Alors que ce soit des pratiques, voilà, c'est-à-dire des gens au Chiapas qui développent des pratiques comme vous connaissez plus ou moins, des gens au Brésil, des groupes voilà, dans différentes régions de l'Argentine, en Uruguay aussi avec quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Raúl Siveci, qui était quelqu'un de très important toujours dans la lutte du Chiapas, dans la Bolivie, bon, au Brésil. Alors donc on a distribué ces textes-là à des personnes comme ça et à des groupes. Et dans mon voyage en Argentine, là, il y a 2 semaines, je suis rentré, on a organisé aussi des réunions à différents niveaux. C'est-à-dire, par exemple,
une réunion dans un centre qui est une sorte de lycée, école, foyer pour sans toit, pour ceux qui sont comme ça, bon, laissés pour compte, qui est un centre coopératif. La particularité à Buenos Aires et en Argentine en général, c'est que dans toute cette réunion, sociologiquement, les gens qui viennent sont très très différents. C'est-à-dire, tantôt il y avait des députés, ou il y avait le ministre de la Santé, ou la ministre de la Culture, mais à la fois des artistes, des sans-toit, des militants associatifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un mélange qu'en France, c'est impensable, non? Parce qu'effectivement, dans toutes ces convocations, dans toutes ces réunions, que bon, je vais vous dire quelques-unes de celles qu'il y a eu, non? Dans toutes ces réunions-là, les gens venaient par rapport à ces textes dans lesquels ces groupes de gens nous avons une certaine reconnaissance qui sont dans ces régions-là, de par nos luttes, de par notre histoire, etc. Ils sont venus pour parler de ces positions-là. Ils sont venus pour parler de ces positions-là. Alors, par exemple, après ces lieux-là, un peu de sang, hein, oui, des sans-toit, des sans-travail, etc., des laissés pour compte, on a fait une réunion le même jour au centre de Buenos Aires, plutôt avec une population plus engagée, classique, que chacun à la fois représentait des groupes de différents types de pratiques, y compris des gens qui avaient des pratiques, des politiques, de militance plus classiques, c'est-à-dire qui étaient proches soit du gouvernement péroniste, soit des groupes comme ça. Bon voilà. Dans cette réunion-là, par exemple, il y avait 130 personnes, au moins une centaine représentaient toutes des groupes avec des pratiques. Et de ces 130 personnes, plus de la moitié avaient lu et travaillé les textes, etc. Et bon, comme ça, on a continué. Après, il y a eu une réunion dans une autre ville qui s'appelle La Plata, dans un hôpital psychiatrique, à cause de cette tradition comme ça antipsychiatrique, cette tradition comme ça très profonde de travail à la marge, non, de l'engagement en Argentine. Là aussi, c'était énorme. Et là, il y avait par exemple la ministre de la Santé qui elle est venue comme ça. Elle est venue parce qu'elle s'est dit, bah, ça m'intéresse aussi de voir un peu qu'est-ce qui sera dit, etc. Et en Italie, ce texte-là est en train d'être traduit. En France, non, pour le moment, il n'y a aucune traduction en France. Le texte était fait en espagnol. Mais c'est pour dire que l'année prochaine, nous pensons continuer les séminaires. Mais alors là, vraiment, autour de ces expériences concrètes, non, les retours par rapport à ces pistes-là, et aussi les laboratoires sociaux, pour dire comme ça, qu'on lance avec nos amis de la mairie de Corbeil. Non? Donc, au fait, cette année, la prochaine fois, en juin, on va faire le dernier séminaire sur voilà, quelles sont les bases, de notre point de vue, d'essayer d'agir dans la complexité. Et en septembre, on reprendra directement à partir en s'accrochant à cette dynamique d'aller-retour avec des pratiques concrètes, y compris en France, donc avec les gens de Corbeil. Alors, peut-être pour la rentrée, on pourra faire circuler aussi les textes. La différence est que ici en France, ça s'adresse plutôt à des individus qui veulent répondre, non? Et l'intérêt, ça serait plutôt d'arriver à des groupes qui sont dans des pratiques et que, par rapport à voilà, par rapport à la recherche qu'on a fait, aussi nous disent comment il y a un écho ou pas dans leurs pratiques. Bon, ça on verra. On verra l'année prochaine comment on va faire. Nous, on va finir cette année avec bon, la question de l'agir dans la complexité, dans cette articulation qu'on a fait entre la question del ser et de l'estar, non, chez Couche, et la question de la complexité. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, si quelqu'un veut dire, poser des questions par rapport à la dernière séance.
Bon, alors, en effet, ce qu'on a essayé de faire dans les 2 derniers séminaires, c'est de montrer comment s'articule la question de la complexité, l'émergence de la complexité, c'est que nous travaillons depuis très longtemps comme l'émergence de la complexité, avec ce que on a appelé, en reprenant les termes de Rodolphe Couch, la crise du monde del ser, non, la crise du monde de l'être. Non? Et je vous rappelle quand même que le ser en espagnol, il ne vient pas du mot, étymologiquement, il ne vient pas de l'être en latin, qui est esse, E-S-S-E, non? Il vient de sedare, d'être assis. Non? C'est-à-dire que l'être renvoie à un être assis dans une position. Non? En tant que l'estar, non, renvoie à être en pied, prêt à l'action. Non? Prêt à l'action. Alors, effectivement, la complexité, la première question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les changements qu'on essaye d'aborder, qu'on étudie un peu de tous les côtés, les changements entre les paradigmes cartésiens, sujet-objet, n'est-ce pas, homme, sujet, nature, monde, objet, en quoi, d'un point de vue objectif des processus réels, implique un changement dépassé de ces mondes des cartésiens de sujet et objet à un monde organique de ce qu'on a nommé avec Bastien le retour de l'exil, c'est-à-dire quelle est la différence matériellement quand on passe d'un monde de la séparation binaire entre sujet et objet vers un paradigme d'une intégration organique dans laquelle l'espèce humaine n'est plus vécue, pensée, conçue comme un sujet par rapport à un monde d'objets, mais au contraire comme multiplicité agencée avec des multiplicités. Alors effectivement, c'est le propre du monde de l'Estar, hein, c'est-à-dire le propre du monde de l'Estar, c'est multiplicité agencée en multiplicité, dans le sens auquel, dans le monde de l'Estar, pour l'Indio, il n'y a pas un sujet par rapport aux objets. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que Couch appelle la cour des objets, non, le patio de los objetos, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on produit des objets en se réifiant soi-même, n'est-ce pas, les rapports avec des objets. Alors, un objet, ce n'est pas simplement un objet, une radio, une montre, etc. Un objet, c'est aussi un mode de détermination de définir l'autre dans son être, non, dans son être fini. Non? En tant que dans le monde de l'Estar, justement, on est dans un flou et un continuum dans lequel le pré-individuel, pour parler comme Simondon, le pré-individuel n'est pas tout à fait disparu. C'est-à-dire que chaque entité, chaque unité, à la fois, est une unité, donc relève d'une essence, dans le sens qu'elle est quelque chose, mais sous condition de cette base phénoménologique de l'Estar. C'est-à-dire que d'abord, pour dire comme ça, d'abord, il y a l'Estar, c'est-à-dire pour nous l'exister, et après il y a l'essence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on détermine chez chacun. Mais avec une détermination que dans le monde de l'Estar, effectivement, il n'y a pas un ser séparé de l'Estar. Ou pour le dire avec d'autres... non, laisse ouvert parce que si ça sonne, on n'entendra pas. Pardon. Et nous, on faisait un tout petit peu en parallèle par rapport à notre terminologie et notre travail en disant peut-être l'Estar et le ser peuvent être mis en parallèle avec le fonctionner et exister, dans lequel la séparation d'un fonctionnement sans existence ou d'un ser sans estar
effectivement relève d'une aberration qui, nous condamne à une destruction. Alors, quand nous on parlait de l'émergence de la complexité, on disait justement que ceci nous faisait regarder d'autres modes d'habiter le monde qui étaient paramodernes, c'est-à-dire qui étaient parallèles à la modernité, comme voilà, en Amérique, toutes les nations indiennes qui continuent à exister malgré tout d'un mode différent, ou peut-être en Afrique ou dans d'autres lieux du monde, et que ces modes d'existence si différents du mode occidental du fonctionnement nous montraient effectivement qu'il y avait une autre possibilité qui ne soit pas inscrite dans ces vouloir être, c'est querer ser alguien, non? Or, la question c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vraiment, non? Est-ce que vraiment, d'un point de vue objectif, derrière le sujet binaire séparé de l'objet cartésien, il y a quelque chose de tout à fait différent de la vision, pour dire comme ça, de la relation, de l'agencement. Hein? Ce que souvent on a cité avec Bastien, les physiciens match, non? Qui va dire toute est relation, hein? Et ce qui existe comme le pôle, hein, d'une relation, c'est ce qui va être nommé dans l'après-coup. Mais ce qui détermine l'existence, ce qui détermine la maille de la réalité, c'est un faisceau de relations que lui il va l'assimiler à des sensations du vivant. Match. Alors, la question est là, la question est de dire, mais quelle est la différence? Où réside la différence? Est-ce que c'est une question de je me raconte une histoire comme ci ou je me raconte une histoire comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment derrière des modes tout à fait différents d'autoproduction du monde et de l'humain là-dedans? Et alors, bon, la première réponse que nous on a donnée, c'est de dire, dans les mondes cartésiens, dans les dispositifs cartésiens, effectivement, on est dans un monde dans lequel la séparation d'une entité un peu imaginaire, un peu arbitraire, qui est l'identité homme face sujet, face à nature, monde, objet, eh bien, cette séparation va produire un mode d'agir, un mode de compréhension dans les mondes de nous-mêmes, dans les termes cause-effet, pourquoi, dans le sens des raisons, pourquoi, n'est-ce pas, et des linéarités solution, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème et une solution. Mais un problème pour qui? Eh bien, un problème pour cet être qu'on a séparé de l'ensemble et qu'on a nommé l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les dispositifs cartésiens, le mode de production, d'autoproduction du monde est un mode d'autoproduction dans lequel cette dimension qu'on a construite, c'est pour ça qu'on parle, dans la décolonisation, on parle de déconstruction, n'est-ce pas, des entités. Alors, on a construit cette entité qui est l'entité des origines de cette séparation bien depuis la Grèce, déjà avec Platon, n'est-ce pas? Mais bon, on va la mettre en forme et en production à partir de Descartes et plus tard à partir de la révolution industrielle, etc., dans lesquels une partie de cet ensemble de l'existant va être nommée l'homme, n'est-ce pas? Cette partie-là, c'est l'homme. Alors, l'homme comme sujet, les mondes comme objet. Et alors, c'est quoi les modes de production? Les modes de production, c'est cette entité-là qu'on va nommer l'homme, qui doit devenir, comme le veut Descartes, maître et possesseur de la nature. Eh bien, cette entité-là doit finir de s'émanciper de l'ensemble, et pour cela, il a des problèmes. Et les problèmes appellent à des solutions. Dans le monde de l'Estar, dans le monde, disons, de la complexité, dans le monde de l'agencement
dans ces mondes du retour de l'exil, pour dire comme ça, eh bien, on ne pense pas en termes de problèmes-solutions. C'est-à-dire, on ne cherche pas des solutions. On ne cherche pas des solutions parce que la solution implique une entité séparée qui a un problème. Bon, ça, pour le dire comme ça, pour nous, c'est un problème. Pour nous, c'est un problème parce qu'effectivement, il est très difficile, pour nous, avec notre façon de vivre, d'être construit, il est très difficile de penser, de concevoir notre monde, notre vie, notre existence d'une autre façon que poser des problèmes en cherchant des solutions. N'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que, par exemple, j'ai donné l'exemple de la dernière fois que Don Couche, de ces vieux Indiens Aymara, auxquels des jeunes de Buenos Aires viennent lui proposer d'installer des pompes à eau pour résoudre le problème de la sécheresse. Et je vais vous raconter là, bon, qu'est-ce qu'il dit Couche. Et il va dire, bah, les vieux Indiens, ils entendent ce qu'il dit, les jeunes de Buenos Aires, qui dit que les pompes à eau, c'est très facile de les avoir. En plus, il dit qu'il y a des crédits que pourront, bon, bref, qu'ils peuvent l'avoir. Il décrit la scène en disant, bon, les vieux Indiens ne parlent pas, ne répondent rien. Donc, il s'adresse aux jeunes, au fils qui était là à côté, en lui demandant, mais est-ce que ton papa a compris? Et alors, le fils, il dit, mon papa a compris. Et c'est fini. Et puis, plus personne ne parle. Hein. Et alors, Couche, après, il va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était évident que le fils, au moins le fils, il a très bien compris. Il a compris qu'il y avait un problème de sécheresse et qu'on dit que... Mais non, ils ne réagissent pas. C'est-à-dire, ils ne demandent pas les pompes à eau, ils s'en foutent. Alors, donc, ce qui va expliquer Couche, et que ça, c'est quand même par rapport à agir dans la complexité, à nous semble une entrée fondamentale. Ce qui va expliquer Couche, c'est que pour ces vieux Indiens, la solution du problème, n'est-ce pas, la solution du problème tel comme les voyaient les jeunes de Buenos Aires, impliquait un mode de pensée, un mode de voir les choses et de se voir eux-mêmes qui était trop en discontinuité avec leur mode d'existence. On a changé les salles. Alors, cette trop de discontinuité signifie quoi? Cette trop de discontinuité signifie que donc, pour les vieux Indiens, l'idée de que tout à coup on pouvait avoir des pompes à eau ne pouvait pas s'intégrer dans l'ensemble, pour dire comme ça, de l'écosystème, pour dire comme ça, hein, de l'écosystème dans lequel il existe. N'est-ce pas? Pour l'ensemble de l'écosystème, il y avait quelque chose qui ne lui parlait pas aux vieux Indiens. Vous comprenez pourquoi? Parce que pour les jeunes qui représentent le monde des serres, le monde du projet, le monde de la solution, etc., eh bien, pour lui, c'est possible, c'est pas que c'est plus que possible, c'est inévitable, de séparer cette population d'Indiens, en tant qu'êtres humains qui sont là, et des vaches, et des lamas, et des chèvres. On sépare ça et on dit, il y a un problème, il n'y a pas assez d'eau. Et la pompe à eau est la solution. Le problème pour l'Indien, alors là, oui, vraiment le problème pour l'Indien, l'aporie pour l'Indien, c'est qu'il ne peut pas percevoir la chose comme ça, parce que cette séparation par rapport à laquelle il y a une entité sujet qui a un problème par rapport à un monde d'objets, ne renvoie à rien. C'est-à-dire que pour l'Indien, qui est dans une vision un peu holistique, dirons, non, dans laquelle il est intégré en tant que multiplicité, il se passe des choses. Il y a des cycles, donc dans ces cycles-là, effectivement, plutôt que solution, il y a des sacrifices, c'est-à-dire
Il faut accepter la perte, il faut accepter la négativité. Il y a des moments plus durs et des moments moins durs. Pour ces vieux Indiens, l'intégration de la pompe à eau devient impossible de par la façon dont elle est présentée. Vous comprenez? Parce que la façon dont elle est présentée, le problème et la solution, renvoie à un découpage de son monde incompréhensible. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas voir qu'il y a un problème de sécheresse, qu'ils ne peuvent pas souffrir cette sécheresse-là. Mais il y a deux choses. D'abord, effectivement, le fait de ne pas se vivre comme un sujet séparé de l'ensemble par rapport auquel il y a un problème, fait que dans sa pensée, le problème principal, ce n'est pas que lui, ou que la chèvre, ou que le lama a soif, n'est-ce pas? Dans cette vision d'ensemble, il y a des processus intriqués avec des cycles à assumer. Vous comprenez? C'est là où il n'y a pas un fatalisme. C'est-à-dire que pour les jeunes de Buenos Aires, quand ils reçoivent cette non-réponse, de dire ça ne me renvoie à rien la pompe à eau, non, je ne te réponds même pas, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une perception de la sécheresse, qu'il n'y a pas une perception de la faim, de la soif. Mais simplement, d'abord, l'idée d'avoir soif, d'avoir faim, de que la dureté, non, je vais dire, une certaine indignité de la vie, n'est pas, pour le dire comme ça, un scandale. Fait partie de la donne. Fait partie de la donne. Alors, il peut bien entendu assumer cette donne et penser des solutions comme c'est la solution qui existe aux Andes, comme dans d'autres régions montagneuses du monde, les paysans ont trouvé la solution, qui est par exemple, vous savez, les cultures en terrasse, vous voyez, ou récupérer certains types d'eau qui descendent de la montagne. Ce n'est pas que ce n'est pas un fatalisme, vous comprenez, c'est pas que des côtés de l'Estar, il y a un fatalisme qui dit ah ben, on doit tout accepter parce que ça vient de Dieu. Ça, c'est la conception occidentale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'occidental, il pense que comme l'autre ne se vit pas comme un sujet qui va avoir des projets pour résoudre des problèmes, alors il est dans un fatalisme total, n'est-ce pas? Alors, pour les progressistes et pour l'humaniste, il y a une aberration. Mais cette aberration, à vrai dire, est due en bonne partie à un aveuglement du progressiste. Parce que ce n'est pas vrai du tout que dans le monde de l'État, dans le monde donc, non moderne, la donne devient fatalité. La donne est le destin, vous comprenez? La donne est le destin. Il y a une donne. Il y a une donne. Et assumer cette donne-là signifie l'assumer non pas en termes d'un sujet qui agit, mais justement dans un non-agir qui permet une action, mais une action qui est conçue comme un devenir de l'ensemble, pour le dire comme ça, l'écosystème, la situation, je ne sais rien. Vous voyez, cet ensemble-là qui inclut l'Indien, la région, les condors, la montagne. C'est compréhensible, ça? C'est-à-dire qu'on voit bien comment dans le monde del ser, justement, au contraire, dans le monde del ser, tout est problème, tout est projet, tout est demain. Tout est demain. C'est-à-dire le monde del ser, le monde occidental, et le monde salle d'attente, dans lequel, effectivement, on est toujours en attendant de résoudre les prochains problèmes. C'est pour ça que, d'une façon tout à fait naturelle, à la hypermodernité, comme appelait Foucault la postmodernité, cette hypermodernité, il l'appelle l'hypermodernité par rapport à toute l'introduction de la haute technologie, algorithmique, etc., robotique, comme dépassement
de la modernité, hypermodernité, n'est-ce pas? Et alors, c'est pas étonnant que dans notre hypermodernité, se pose la question que j'évoque très souvent parce que ça me semble paradigmatique, de vaincre la mort, même. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour la hypermodernité, de toute façon, on est toujours dans des projets, et c'est toujours demain. Non? L'autre jour, j'entendais à la radio quelque chose, c'était une horreur, quoi. Il y avait quelqu'un qui parlait des EHPAD, non, dans une EHPAD. Et alors, il disait que Monsieur Pierre, mettons, je ne sais rien, qui avait 95 ans, c'était magnifique parce que Monsieur Pierre, vous voyez, il a des projets à 95 ans. On dit, mais merde, non? C'est-à-dire, si à 95 ans, il ne peut toujours pas non? Exister, non? Si à 95 ans, il faut quand même qu'il pense que demain il sera, vous voyez, bah, c'est vraiment une merde, quoi, non? Parce que la question, c'est de dire, bon, mais comment quelqu'un peut justement ne plus avoir des projets, mais être ce qu'il est. Et alors, pour l'occidental, pour le monde del ser, être ce qu'il est, c'est laisser aller. Non, c'est laisser aller. C'est la barbarie, c'est la fainéantise, c'est le non-progrès, n'est-ce pas? Et pour l'autre, alors, effectivement, être là, les estar, ne signifie absolument pas ne rien faire, n'est-ce pas? Mais signifie que ce faire-là est sous condition de l'estar. C'est-à-dire, dit en espagnol, el ser va dépendre de l'estar, hein, la donne. El ser dépend de l'estar. Alors, nous, on voit bien, par exemple, l'exemple que je donne toujours par l'expérience, c'est-à-dire c'est la différence entre toutes les visions psychiatriques, psychologiques, normalisantes, non? Et ce qui fut une comète comme ça dans l'espace, qui fut l'antipsychiatrie, c'était la tentative de dire c'est ce qu'il y a, c'est-à-dire il y en a un qui délire, il y a un autre qui est trop normal, il y a un autre qui est trop adapté, il y a un autre qui n'est pas, voilà, ce sont des modes d'être, qu'on ne dirait pas des modes d'être justement pour enlever ces substantialités, des modos d'estar, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans l'antipsychiatrie, contrairement à la psychiatrie démocratique de Basaglia, contrairement à la psychiatrie des secteurs d'ici, ou à la thérapie institutionnelle, qui sont tous des méthodes, disons, plus progressistes, mais que toutes visent à dire à l'autre comment il doit être. Vous comprenez? Moi, je me souviens une discussion avec Tony Lenné, qui était le fondateur de la psychiatrie institutionnelle, non, un des fondateurs. Avec Tony Lenné, à l'époque où Mitterrand avait gagné, donc il y a très longtemps, et il avait donné la direction des projets d'intégration scolaire des handicapés. Et alors Tony, dans une réunion, il donne un exemple que c'était effectivement l'exemple du colon. C'était l'exemple du colon. Alors, il était tous les communistes qui voulaient, mais bon, les communistes, c'est une pensée justement colonisatrice de l'émancipation. Et alors donc, il dit, bon, mais voilà, dans telle classe, il y avait, je sais pas, Louise, qui faisait 3 crises de commercialité, 3 crises d'épilepsie par jour. Elle était intégrée à la classe, et elle faisait une seule crise de commercialité. Moi, je dis, mais c'est une horreur ce que tu racontes, je dis. Parce que l'idée, c'est que Louise, elle soit acceptée dans la classe et qu'il fasse, s'il faut, 5 crises de commercialité. Et que tous les autres apprennent à cohabiter avec quelqu'un qui fait des crises de commercialité et qu'en voyant que celle-ci se met à trembler de façon un peu inquiétante, eux-mêmes, ils puissent assumer leur fragilité, vous comprenez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui doit apporter les, entre guillemets, handicapés à la classe? Les handicapés intégrés, d'abord, ils doivent perdre son étiquette et dire c'est un mode d'estar particulier, c'est un mode d'estar. Et ce mode d'estar permet aussi aux normopathes, qui fait tous ses devoirs, qui ne mange jamais, qui ne vole pas des bonbons, permet au normopathe d'assumer sa fragilité, de dire ouais, c'est vrai, je suis normopathe. Vous voyez, c'est-à-dire. Alors,
voyez, c'est là, vous comprenez la différence dans cet effort colonialiste del ser par rapport à tout ce qui va apparaître comme la barbarie. Hein? En Argentine, il y a un mec qui s'appelait Sarmiento, Facundo Sarmiento, qui est le fondateur de l'école publique, etc., etc. Alors, l'histoire veut qu'il n'a jamais manqué un séjour à l'école. Donc, c'était un sacré normopathe, le pauvre. Et alors, Sarmiento, il a écrit un bouquin qui s'appelle, qui était très important, qui s'appelait Civilisation ou barbarie. Qui après, il s'était repris ici par un groupe de gauche, non, Castor Cadis et d'autres, qui s'appelait Socialisme ou barbarie. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un pas de plus, de dire la civilisation, c'est le socialisme opposé à la barbarie. Mais effectivement, le problème, c'est que dans cette vision, civilisation ou barbarie, la petite Louise, elle était une barbare qu'on voulait intégrer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Tony Lenné? Qu'est-ce qu'il est en train de dire un homme de gauche, un communiste, un militant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et justement, à part un communiste et militant, en plus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire on va intégrer cette petite barbare si elle se désintègre dans son mode d'existence. Vous comprenez? C'est-à-dire, si elle se désintègre dans son mode d'existence, que c'est un tout petit peu l'intégration à la française. Hein? On veut bien d'un noir africain, on veut bien d'un arabe, on veut bien d'un chinois, on veut bien, si sa négritude, son musulmanisme, son chinisme est un petit détail mignon, mais qui se désintègre en sa façon d'être. Si tu te désintègres, je t'intègre. Mais bon, je t'intègre dans un extra-frontal quand même, n'est-ce pas? Mais je suis prêt à t'intégrer si tu te désintègres, n'est-ce pas? Qui est le mode de colonisation del ser. C'est le mode de colonisation del ser. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, écoutez, effectivement, ça c'est un homme, et c'est ça la question del ser. Vous comprenez? C'est ça que... Pourquoi? C'est pas qu'on ne les traduit pas juste pour faire joli. C'est parce que ça n'existait pas. Ni en français, ni en italien, apparemment, mais c'est pas exactement la même chose. Ni en français, ni en italien, ni en allemand, ni en anglais, n'existait pas ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas les traduire, les laisser dans l'étape pour voir qu'est-ce que ça signifie. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Quand je dis ceci est un homme, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, là je suis en train de définir quelque chose de façon réifiante. Il est un homme, n'est-ce pas? Pensez tout bêtement à la fameuse truc qu'on a tous certainement étudié au moins en terminale d'Aristote. C'est Aristote, non, je ne me souviens pas quel exemple il donne, c'est Socrate, je ne sais pas, assis, Socrate dit, ou Socrate debout, qui dit, bon, c'est pas, bon, Perico. Perico assis ou Perico debout, est-ce que c'est les mêmes? Vous vous rappelez? C'est Aristote quand il va dire, mais les soleils couchants ou les soleils levants, non? C'est-à-dire, il va dire, mais comment on peut établir une unité? C'est le problème que va passer à Aristote, pas pour rien les pères de la métaphysique, n'est-ce pas? Eh bien, quand je dis je suis debout, ça pose un problème. Vous comprenez? Parce que quand je suis assis, comment son être était debout, et maintenant son être est assis. Il apparaît le problème pour Aristote et pour l'Occident du devenir. Vous comprenez? Parce que, effectivement, si l'être est séparé de l'estat, alors l'être, vous comprenez? C'est-à-dire l'être est quand même, la philosophie, la merde, l'être. Alors on dit, ah bah, l'être, quelle est l'essence, n'est-ce pas? Ah bah, il est debout, ou il est assis. Quand je dis yo estoy sentado, ou yo estoy parado, bah, je ne dis rien de mon être. Vous comprenez? C'est pour ça que Couche insiste tellement, et c'est pour ça que nous, dans toute notre philosophie organique, on a incorporé Couche. Je vais vous raconter l'anecdote de comment on est arrivé à Couche, parce que effectivement Couche,
il arrive pour nous il y a un an seulement, bien que lui, il a écrit en 1962, il est mort en 1979. Alors, effectivement, cette idée de les stars, et le ser, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans dans lequel, effectivement, un star ne définit pas un ser. Un star définit toujours un mouvement, un changement. Et effectivement, étymologiquement, comme je disais tout à l'heure, star veut dire être debout, être prêt au mouvement, en tant que el ser renvoie à être assis, assis dans sa position. Voyez, c'est pour ça que dans le monde occidental, par exemple, l'humour doit être cantonné à l'humoriste. Ouais, c'est très mal vu, je sais, parce que qu'est-ce que je paye l'impôt depuis que je vis en France, de faire des blagues en n'étant pas humoriste de profession. C'est mal vu, ouais, c'est mal vu. C'est-à-dire que faire, dans le monde del ser, il faut avoir l'air sérieux. Quoi. Il faut avoir l'air sérieux, il faut se prendre au sérieux, parce qu'il y a une extrême fragilité dans ces serres sans star, vous comprenez? Il y a une extrême fragilité parce que, vous comprenez, c'est-à-dire si l'être dépend que tu sois debout ou assis, vous comprenez? Si l'être est si fragile par rapport au moindre devenir, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose là qu'il ne faut pas rigoler, quoi. C'est-à-dire, il faut définir qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est. Mais alors, quand on dit qu'est-ce que c'est être un homme, et bien voilà, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'est être un homme, bien alors après on définit qu'un homme, comme il fait Descartes, un homme c'est pas une femme, un homme c'est pas un noir, un homme c'est pas un malade, un homme c'est pas un fou, un homme c'est pas quelqu'un qui soit sourd, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une fois qu'on définit, on définit de façon binaire un tas d'autres, sauf que même la binarité occidentale, jusqu'à un certain point, est fausse. Parce que ce n'est pas une binarité qui aurait une conflictualité avec un autre. Sinon, il n'y a pas d'altérité. Vous comprenez? L'autre est comme il ne faut pas. L'autre est, comme dirait Couche, les non-ser. Vous comprenez? L'autre est les non-ser. Et c'est défini comme un non-ser. Celui qui va apparaître comme indigne, comme celui, Couche, il y a des pages très très longues, il revient souvent sur la puanteur. La puanteur. Hein? Pourquoi la puanteur? Parce que la puanteur envoie un corps qui sue, un corps qui vit, un corps qui pète, qui rote, vous voyez, c'est-à-dire un corps. En tant que dans le monde del ser, tout est fait, tout est structuré pour oublier ces dimensions de l'estar du corps, non? Vous savez bien, c'est-à-dire depuis les origines de la philosophie occidentale, c'est la question de chercher ces points de non-mouvement, hein, ces points d'éternité dans lesquels il y a quelque chose d'immuable. Qu'est-ce qui est immuable? Et alors, ce qui est immuable, en principe, ne doit ni péter, ni puer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et alors, de notre côté, ça fait très longtemps, des côtés plutôt de la contre-culture, des côtés de ce qu'on appelle, nous, la philosophie et l'organisme, et on a trouvé chez Couche, c'est cette revendication de ceux qui ne sont pas comme il faut, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas comme il faut. C'est que, alors, vous avez en France, il y a une image très très belle de celui qui n'est pas comme il faut, c'est Jacques Tati. Je ne sais pas si vous avez en tête Jacques Tati dans Playtime, n'est-ce pas? Dans lequel, effectivement, c'est-à-dire, là, on pourrait projeter les films et les voir, parce que c'est vraiment une merveille, non, par rapport à l'analyse du panoptique. C'était un génie, cet homme-là, sauf qu'il était tellement génial que, bon, en France, une fois encore, soit il faisait un essai théorique, philosophique, soit il faisait un film comique. Mais ces mélanges-là, ça n'a pas plu, n'est-ce pas? Parce que c'est
Playtime, et pas que Playtime, mais Playtime, c'est un travail fantastique, théorique. Il montre les panoptiques, il montre la virtualisation du réel, il montre l'effet de chacun dans sa case, n'est-ce pas, différentes images. Bon. Et surtout, ce qu'on montre, c'est ce que Kush va définir comme l'indignité du vaincu. Il va dire celui qui est dans le monde de l'Estar, il est indigne, il est vaincu. Non? Et on le voit, non? On voit Jacques Tati qui est toujours à côté de la plaque, quoi. Il est toujours à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas comme il faut, il ne sait pas comment on circule, il ne sait pas comment on se présente, n'est-ce pas? Et quand on voit la scène dans laquelle tout le monde est dans sa petite case cachée de lapin, en train de regarder la télévision, tous à la même heure, etc., etc., ben, lui, il est en dehors et il voudrait bien, boum boum, il tape, il voudrait bien rentrer dans une cage à lapin, mais bon, non, il n'a pas de cage à lapin, lui, n'est-ce pas? Et il s'égourre, voilà. Et, bon, voilà. L'idée, quand même, de cette autre, en tant qu'autre, dans l'Occident, dans le monde des cerfs, justement, n'existait pas. Alors, les concepts, non, les concepts de autre, en tant qu'autre, Kush, et après par la suite les autres théoriciens de la décolonisation, ils vont les prendre paradoxalement d'un occidental Lévinas, non? Qui est ce que Lévinas va théoriser comme le visage de l'autre. Hein? Le visage de l'autre, pour Lévinas, c'est justement ce qui marque une altérité, mais non intersubjective, non pas dans les dialogues, non, mais dans une imperméabilité, c'est-à-dire que l'autre est imperméable et je ne peux l'accueillir qu'en tant qu'autre. Et à quoi nous pouvons ajouter l'autre qui est soi-même, à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ce qu'avec Bastien on a développé quand on parlait de la non-promiscuité avec soi-même. Non, je me souviens qu'on a beaucoup discuté avec Jean-Michel Besnier la question de la promiscuité ou pas avec soi-même. Parce qu'effectivement, il y a, c'est un peu étonnant, Jean-Michel disait c'est un peu étonnant l'idée de promiscuité avec soi-même, non? Et en fait, la promiscuité avec soi-même, c'est effectivement, c'est connais-toi toi-même de l'Occident, pas celui de Socrate, je crois, n'est-ce pas? Mais connais-toi toi-même dans le sens d'une possibilité d'une A égale à A, non? Une identité de soi à soi, une identité sans aucune distance de soi à soi, n'est-ce pas? Cette promiscuité avec soi-même, c'est celle qui fait que je n'ai pas un rapport de moi à moi en tant qu'un autre. Et cet autre qui est moi, cet autre qui est moi, Sartre va les mettre dans la négativité, n'est-ce pas? La négativité du fameux garçon de café qui n'est pas un garçon de café, mais à vrai dire, c'est pas non plus qu'il est 007, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'est pas déguisé, c'est-à-dire il est un garçon de café, mais à la fois, il n'est pas qu'un garçon de café, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est d'autre? Ce qui sépare un garçon de café d'un garçon de café, c'est un néant qui n'est pas rien, on va dire Sartre, un néant qui n'est pas rien. Bon. Que pour être un garçon de café, il ne doit pas se prendre pour un garçon de café. Voilà, c'est pas pareil être un garçon de café que se prendre pour un garçon de café. Ça, c'est le propre des mondes de l'Estar. Vous comprenez justement, c'est cette définition que parce que c'est dans un devenir, c'est pas dans la fixité del ser, n'est-ce pas? Parce que c'est dans un devenir, il y a quelque chose dans lequel, c'est pas costaud, vous comprenez, c'est pas figé, c'est pas les marbres, vous voyez, c'est une fragilité que Kush va aller jusqu'à nommer l'indignité, non, l'indignité et être vaincu. Alors c'est drôle parce que être vaincu, c'est être vaincu par quoi? C'est vrai que comme Kush, il parle d'Amérique profonde, il parle d'une sagesse américaine qu'il va trouver chez les Quechua, chez les Aymara, n'est-ce pas, surtout les nations avec lesquelles il a travaillé et où il a vécu. Hein. Quand les militaires l'ont viré d'un coup de pied au cul de la fac, il est allé s'installer dans un village indien et jusqu'à la fin de ses jours, il a vécu
à Aymara, qui est un village indien du nord-ouest de l'Argentine, à Jujuy. Eh bien, effectivement, lui, il va dire, les vaincus, c'est effectivement le colonisé, n'est-ce pas? Mais pas, et celui qui vit dans l'indignité est le colonisé. Mais ces vaincus et cette indignité n'est pas ce qu'il faut dépasser, vous comprenez? C'est ce qu'il faut assumer comme profonde fragilité, comme profonde non-coïncidence de soi à soi, vous comprenez? C'est-à-dire accepter cette, je sais pas, cette humilité d'avoir faim, il dit, non? Et il met au cœur la faim, avoir faim. Hein? Il met au cœur la faim. Il dit la faim de vivre. Non? On a faim. Il ne va pas mettre la satiété de la faim, vous comprenez? Il va mettre cette non-coïncidence, cette faille fondamentale. Vous voyez, c'est-à-dire que la faim va apparaître comme cette faille fondamentale qui fait que tu n'es jamais. Tu n'es jamais. Alors, il ne va pas dire Kush que le star s'oppose al ser. Mais le ser est sous condition de l'estar. Et nous, on dirait cet star, pour le dire avec les mots que nous utilisons ici dans le séminaire, et que l'on écrit avec Bastien, n'est-ce pas? Cet star, nous pouvons l'identifier avec une sorte de plancher phénoménologique, vous voyez, qui est sans pourquoi. Il n'y a aucune cause. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. À partir desquelles des dimensions d'être émergent et se configurent, mais jamais d'une façon définitive. Vous voyez? Jamais de façon définitive. Pourquoi? Parce que les stars, c'est devenir cette humilité, cette indignation, cette faim, cette faille. Alors, vous savez, juste, je voulais vous... L'Occident, effectivement, l'Occident, dans sa colonisation, c'est pas qu'il va coloniser, effectivement, quand on est en Amérique, on parle de colonisation dans le sens de la colonisation de l'Occident, l'écrasement des nations indiennes, les génocides qui durent encore aujourd'hui depuis 5 siècles, et ça continue. Vous savez, il y a très peu de temps, il y a un mois et demi, on a trouvé encore au Pérou des dispensaires médicaux gratuits, je sais pas quoi, pour les Indiens, dans lesquels, on stérilisait les femmes sans leur dire, bien entendu, vous voyez, c'est-à-dire que ça c'est par la stérilisation, mais il y a aussi encore pour déforester, pour permettre de mettre des OGM, pour pousser les populations indiennes qui résistent contre la minerie à ciel ouvert. Vous voyez, par exemple, il y avait une jeune brésilienne qui travaillait avec nous dans les groupes et qui hier nous a envoyé un message en disant qu'elle ne pouvait plus travailler avec nous parce qu'elle était absolument absorbée dans une lutte des Indiens contre la minerie à ciel ouvert. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, alors ces luttes-là sont des luttes très violentes, etc. Bon, alors, effectivement, c'est pas que c'est pas que dans cet être, dans ce monde de l'être, les colonisés apparaît comme effectivement l'Indien, celui qu'on va virer de chez lui, celui qu'on va vouloir éduquer, celui qu'on va stériliser. Mais la vérité, c'est que la colonisation commence ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde occidental est un monde qui va se autocoloniser. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas que... ce que je veux dire, c'est que je comprends très bien, en ayant la double culture latino-américaine et française, je comprends très bien que vu de chez nous, la question de la colonisation commence chez nous. Mais la vérité est qu'en ayant aussi toute une vie ici en Europe, je vois très bien ce que aussi Kush, il voit, hein, sauf que bon, ça ne l'intéresse pas trop, mais il le voit quand même. C'est que d'abord, ceux qui ont été colonisés, c'est les Européens eux-mêmes. Ils sont autocolonisés en adhérant... Je ne sais pas si on peut interrompre. Bah oui. L'autocolonisation, on l'a vu dans la gestion du Covid où les gens se sont autocolonisés. Bah, c'est-à-dire dans toute... Ils se sont auto-enfermés,
condamner, auto-obéir et dénoncer l'autre, c'est-à-dire qu'on voit la capacité de s'auto-coloniser. Si, la crise du Covid a montré comment, effectivement, c'était possible de discipliner des populations, mais la colonisation, elle est aussi dans cette croyance platonicienne de que le vrai monde, c'est le monde des idées, le monde de la mathématique, ou le monde de l'algorithme, le monde d'une certaine exactitude, et que le monde du corps, le monde de l'Estar, est, sinon pas une fiction ou un simulacre, au moins des dimensions de barbarie à discipliner. Bon. Cette colonisation en Occident est une colonisation très très dure qui a jamais non plus triomphé absolument, hein. Mais par exemple, quand nous pensons le travail auquel faisait Poincaré ou Einstein à leur jeunesse, donc un en Suisse, je crois, Einstein en Suisse, Poincaré en France, et travaillait dans l'office des mesures, et des mesures et des horaires, des poids et des mesures, je ne me souviens pas comment ça s'appelait, dans lesquels on unifiait les poids, les mesures et les horaires. C'est-à-dire que la colonisation passe par là, la colonisation passe aussi par cette proposition galiléenne de qu'il y a des sciences qui du mesurable, n'est-ce pas, pour passer à la réalité est mesurable, non? Et les non mesurables, c'est les non encore mesurables, mais dans tous les cas, c'est-à-dire ces primautés données à la quantification, à la mesurabilité, à la représentation, jusqu'à arriver au panoptique, n'est-ce pas? Jusqu'à arriver à qu'il n'y ait plus rien de non visible, qu'il n'y ait plus rien de non visible, plus rien d'opaque, jusqu'à arriver au panoptique diffus, qui est le monde de Facebook, d'Instagram, des blogs, ces mondes dans lesquels on désire être transparent. Alors, la colonisation, c'est ça. La colonisation, c'est effectivement quand, de façon militaire, de façon idéologique, de façon culturelle, non, l'Occident va poser ces mondes del ser par rapport auxquels tous les autres se mesurent, c'est fare las casas, des humains à l'humanité incomplète, la femme à éduquer, les malades à éduquer, les fous, l'enfant aussi à accomplir. Mais ces processus-là, qui a colonisé le monde, qui continue à coloniser le monde, qui continue à détruire le monde pour extraire tout ce dont l'Occident a besoin et tout ce dont les occidentalisés des élites du tiers-monde ont besoin, eh bien, mais ce monde-là du colon a commencé par une autocolonisation. C'est-à-dire... Ouais. J'ai lu quelque chose de Couche qui dit quelque chose, je trouve, qui m'a complètement passionné. Il dit qu'en 1492, au moment de la colonisation, pour lui, la vitalité de la culture espagnole avait déjà atteint son cycle de fin. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les stars étaient déjà en train d'être écrasées au moment du début de la colonisation. On n'est pas dans la révolution industrielle, on est des siècles et des siècles en arrière. Et il pose comme paradigme que finalement la colonisation, en dehors d'être un fait économico-historique, c'est aussi un fait phénoménologique d'aller vers des cultures où les stars n'ont pas été écrasées encore. Bien sûr. Et c'est beaucoup plus profond, je trouve, comme façon de voir la colonisation que juste des principes économiques, capitalistes, tout ça. C'est qu'en fait, il y avait une recherche d'autre chose aussi. C'est même la vision économiciste d'un marxisme dégradé, et même dans certains Marx, l'économicisme est une vision de la mesurabilité et de la représentation. Donc, c'est pour ça que les courants marxistes de libération, d'émancipation, même du tiers-monde, en général restaient attrapés par le monde del ser. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont productivistes, etc. Mais dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'effectivement, de la même façon que nous disons
il ne peut pas avoir un fonctionnement vraiment séparé de l'existence. Il ne peut pas. C'est-à-dire, l'idée de que je pourrais fonctionner, mais purement fonctionner, c'est l'idée délirante de Laurent Alexandre, c'est-à-dire de la mort, ou l'idée de la singularité à partir de laquelle on changerait des bases de vie. C'est-à-dire que la vie serait quelque chose qui continuerait à exister, mais sur des circuits intégrés, des conneries comme ça. Bon, effectivement, ça c'est une connerie, et nous savons que c'est une connerie. Pourquoi? Parce que nous savons bien que aussi poussé, aussi puissant, aussi armé soit le monde des serres, des fonctionnements, il a quand même besoin de l'État. Il a besoin de l'État. C'est-à-dire que le monde des serres, pour pouvoir coloniser, pour pouvoir être en l'extractivisme, pour pouvoir être en la consommation, pour pouvoir être dans le monde des objets, c'est lui qu'il appelle le patio de los objetos, si pour pouvoir être comme ça, il a besoin qu'il y ait de l'État. Et le problème, c'est que nous voyons bien dans le monde del ser, d'abord, vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est-à-dire, il y a un moment de comment, parce que c'est vrai que ce n'est pas la révolution industrielle, mais par contre, c'est vrai aussi qu'on est déjà dans le mercantilisme. On est déjà dans le mercantilisme. Que le monde comptable est déjà là. Même l'esclavagisme et la traite des Noirs, etc., c'est un esclavagisme qui n'a plus rien à voir avec l'esclavagisme grec, romain ou autre. C'est un esclavagisme déjà du comptable, mercantilisme. Et vous imaginez si déjà le mercantilisme avait sonné l'éclat, quand même, à une civilisation qui était beaucoup trop en devenir de serre, vous imaginez qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est après la révolution industrielle et après la rupture majeure anthropologique des mondes algorithmiques. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est absolument impossible un fonctionnement sans existence et un ser sans État. C'est absolument impossible. Or, en Occident, dans le monde colonialiste, eh bien, en Occident, le problème, c'est que nous voyons bien comment les fonctionnements, comment le ser dresse de plus en plus les apparitions de l'État. Comment il y a une sorte de modélisation, disciplinarisation de la vie, n'est-ce pas? Imaginez-vous ce qui se passe en Chine, qu'effectivement, c'est quand même très compliqué, c'est-à-dire c'est une réalité archi complexe, mais comment en Chine, après la révolution chinoise, faite à l'occidental total, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Mao, il fait la révolution avec un marxisme tout à fait occidentalisé, en niant toute réalité. Vous savez, Mao, par exemple, il s'arrange pour faire une révolution prolétarienne dans un pays dans lequel, mis à part Shanghai, il n'y avait pas d'ouvriers. C'est-à-dire, on voit bien l'idée de El Ser. Mais pour pouvoir appliquer El Ser dans un monde absolument de l'État, des sagesses taoïstes, bouddhistes, n'est-ce pas? Bon, confucianisme, c'est peut-être pas si sage que ça, mais enfin, disons. Et quand même, il y a eu une sorte de table rase brutale, non? Une désintégration qui a fini par une sorte d'intégration productiviste totale. Dans ces mondes-là, effectivement, le contrôle et la discipline de toute forme transgressive devient de plus en plus impossible. Vous savez, avec la notation de chaque citoyen. Chaque citoyen est noté. Et alors, qu'est-ce qui est noté? Qu'est-ce qui ne doit pas échapper? Qu'est-ce qui est contrôlé? Eh bien, toutes les émergences et les persistances de l'État qui ne se modélisent pas par le ser. Alors, moi je pense, parce qu'on dit ça va arriver en France, ça va arriver en France, oui, certainement ça va arriver en France, les gens, ils ont envie d'avoir une chip sous-cutanée pour avoir toutes les données, etc. Mais vous savez, il y a une chose quand même qui reste à comprendre un peu dans sa complexité, dans son côté contradictoire. En Chine, dans une société millénaire de l'État, il faut cette brutalité pour le faire arriver à le ser.
ici, les gens vont se discipliner à beaucoup plus bas prix. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour qu'en Chine, les gens se comportent en tant qu'individus disciplinés, il faut un bulldozer. Vous comprenez? Ici, si certainement ils vont arriver ces modes de contrôle, je pense que ces modes de contrôle sont déjà, c'est énorme, je veux dire, au niveau de la Chine, non? Mais ils vont arriver à ce niveau-là, peut-être. Mais, tristement, il faut bien reconnaître que ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une adhésion volontaire à la discipline, vous voyez? Il y a déjà une sorte de répression des dimensions de l'existence de l'État qui se manifeste que transgressivement, vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'autre sinon que tous ces sites de rencontres par Internet dans lesquels il y a une sorte de formatage radical de qu'est-ce qui doit se rencontrer. Vous voyez? Alors, de temps en temps, effectivement, les gens, malgré le formatage algorithmique, arrivent à se rencontrer bien que mal à travers les sites. Mais qu'est-ce qui se passe en général dans les sites? Dans les sites, tout est fait pour que les dimensions non représentables, non apparentes, vous voyez, les dimensions obscures de la passion, de la négativité, vous voyez, de la pulsion, tout ça doit rester écrasé. Vous comprenez? Et alors donc, c'est pour ça que les gens disent c'est très difficile de se rencontrer à travers ces sites-là de façon non consumériste. Et bien entendu, parce que ces sites-là, c'est une façon, mais alors là, non pas à la chinoise, non pas imposée, vous comprenez, une façon absolument désirée par l'occidental, de se réifier pour se rencontrer de façon réifiée. Eh bien, je pense que de la même façon qu'en Chine, les stars ne doivent pas arrêter d'émerger comme faille, comme défaillance, comme transgression, comme maladie. Hein, comme maladie, parce que souvent, tout ce contenu négatif refoulé réémerge que comme maladie. Eh bien, de la même façon, malgré les sites de formatage de la rencontre, il y a des gens qui s'arrangent pour... Vous voyez, c'est comme voyez, les prisonniers qui font un petit geste pour qui pourra le comprendre, pour qu'un autre, dans le site de rencontre, pige ces petits gestes, vous comprenez? Mais ce n'est que comme ça que quelqu'un se va rencontrer, parce qu'effectivement, les sites de rencontre sont faits pour que personne ne se rencontre en tant que sujet, en tant que singularité, en tant qu'être au monde, vous comprenez? Lors de la précédente séance, on avait évoqué justement cette question-là, en expliquant comment le pouvoir disciplinaire changeait de nature aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à assujettir un sujet à la norme. L'objectif, c'est plus que les gens se conforment ou incarnent la norme à la normativité. C'est de les rendre, c'est de faire en sorte qu'ils se rendent complètement calculables et transparents. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'illusion comme ça d'une norme qui devient immanente au comportement des gens. Parce que la nature du pouvoir, elle n'est plus de contrôler les corps, elle est de finalement contrôler l'environnement physique aujourd'hui dans lequel les gens évoluent avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui du fonctionnement algorithmique. Et c'est ça la gouvernementalité algorithmique. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'effondrement du monde d'Elser, de cette normativité de l'homme abstrait, eh bien, la gouvernementalité algorithmique prend le relais finalement de cette forme de disciplinarisation des corps. Et ce qui la rend, en apparence, a priori, très démocratique. Mais pas du tout. Hein. Parce qu'effectivement, on a l'impression, c'est Antoinette Rouvroy qui disait, qu'on cite souvent, qui disait, on a l'impression que la norme devient un peu plastique. Mais parce que, en réalité, la norme ne cherche plus à contrôler, à discipliner, à assujettir le sujet, mais elle contrôle tout son environnement physique. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu l'idéal, la structure idéale de la gouvernementalité algorithmique. Oui, mais malgré tout, la façon dont on nous impose sur tous les plans, hein, que ce soit identité numérique européenne, espace de santé numérique, contrôle du vaccin, l'obligation, enfin, si c'était suffisant de développer la gouvernementalité et le fait que justement on n'a pas besoin de recourir à la force
Alors au contraire, là on est en pleine contradiction, parce que aussi bien les rencontres par Internet, ça marche très bien, d'accord, mais en même temps, pourquoi expérimente-t-il sur nous avec une telle violence tous les moyens de contrôler tous les instants de notre vie, ce qui est en train de se passer. Donc on va quand même voir en Italie arriver des choses qui ressemblent au contrôle social total chinois, on va le voir en Hongrie, et chez nous on le prépare. Et c'est déjà pas mal installé avec le pass. Ce qui est certain, c'est quand on parle de la gouvernementalité algorithmique aussi comme une sorte d'archétype, c'est que quand les corps résistent, comme les méthodes de répression, elles restent très brutales. Hein. Ça reste des méthodes de répression très brutales. Juste pas effectivement dire aujourd'hui il n'y a pas encore des gens qui se font bastonner dans la rue, on n'est pas en train de dire ça, mais d'expliquer simplement comment il y a effectivement ce basculement aujourd'hui avec le principe aujourd'hui de l'algorithme et ne plus de discipliner, d'assujettir les gens à la norme. C'est que dans le monde de l'algorithme, il n'y a même plus les barbares des civilisations aux barbaries. C'est-à-dire, il y a le dysfonctionnant. Non? Et alors, le problème, c'est que quand quelqu'un est dysfonctionnant, il est déjà réifié. Vous savez, c'est-à-dire la différence entre la psychanalyse ou la psychothérapie, dans lesquelles on parlait des pulsions, on parlait de désirs, et il restait toujours quelque chose de flou, on ne voyait pas bien. La différence entre ça et la cartographie du cerveau pour déterminer à partir des fonctionnements concrets, qui est vraiment existant, la question c'est l'interprétation, non? Et déterminer objectivement le comportement des gens, eh bien la différence elle est énorme, parce que ça veut dire que donc il n'y a plus un transgresseur, il n'y a plus de dissident. Les soviétiques avaient rêvé de faire ça, ils l'ont fait d'ailleurs, mais ça ne marchait pas. Hein? C'est-à-dire ils ont déterminé une pathologie qu'ils appelaient la schizophrénie torpide, qui était la pathologie dont souffraient les dissidents. Parce qu'ils disaient, comme l'Union soviétique elle est bonne, comme l'État il est bon, celui qui s'oppose à l'État qui est bon doit être malade. Oui, mais c'était une sorte de caricature pathétique, horrible, répressive, et en plus, il n'essayait même pas de jouer à guérir l'autre, on l'envoyait en Sibérie, n'est-ce pas? En tant que, là maintenant, non, maintenant, il y a une identification fonctionnante de chacun de nous par rapport au circuit normé. Par rapport au circuit normé. C'est-à-dire qu'on se regarde déjà par rapport à ces circuits normés. On s'évalue en permanence, c'est-à-dire on est en permanence en train d'évaluer si on fonctionne bien ou on fonctionne mal. Et il est très difficile pour ceux qui seraient dans la position de Berthelby de dire « je préfère ne pas », il est très difficile aujourd'hui de se maintenir dans cette position parce qu'il s'exige une solitude, une souffrance totale. N'est-ce pas? Et sans parler du fait que même dans un cercle privé, intime, il n'y a pas de dissidents, il y a des déconnants, il y a des dysfonctionnants. Parce que déconnant, encore, c'est trop gentil. Vous voyez, il y a du dysfonctionnement. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très difficile de dysfonctionner dans un système où tout est fonctionnement sans sens. Il est très difficile. Parce que il est, je ne sais pas, n'importe qui peut faire l'expérience, hein. C'est-à-dire, il est très difficile aujourd'hui d'avoir une légitimité, une crédibilité sociale, familiale, groupale, quand on est, par exemple, quelqu'un qui vraiment est dans un engagement très fort, qui se sent très touché par des désastres du monde, etc. Vous voyez, une chose, c'est la psychanalyse, vous voyez, normalisatrice, qui disait, bon, si tu t'opposes, vous voyez, quand il y a eu mai 68, il y a eu un cher collègue, comme on dit pour ne pas dire un crétin, qui avait écrit 68, la révolte contre les pères. Bon, c'était un normalisateur, vous voyez, mais vous comprenez, c'est-à-dire, quand même, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, à vrai dire, les gens qui se révoltent contre la société, c'était un tout petit peu dépendant des soviétiques avec les féministes torpides, sauf que plus gentils, dans les faits, Et alors, il dit, non, mais ceux qui se révoltent contre le capitalisme, ceux qui se révoltent en mai 68,
à vrai dire, il faut comprendre que c'est une révolte contre les pères, donc l'Édipe. Ok, mais c'est l'Édipe, vous comprenez? Et l'Édipe est loin d'être un fonctionnant. L'Édipe, il va coucher avec la maman et tuer le papa, vous voyez, c'est un peu obscur. En revanche, un dysfonctionnant, duquel on peut quantitativement presque déterminer les déficits en neuromédiateurs, etc., qui provoquent ces comportements, eh bien, vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, à la limite, il faut être effectivement très dysfonctionnant pour s'en foutre du regard méprisant des autres, vous comprenez? C'est-à-dire que les dissidents d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils soient suffisamment barjots comme pour passer outre du regard disqualifiant de tous les autres, y compris son cercle le plus proche, qui va considérer qu'est-ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il voudrait comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Parce que c'est plein de gentillesse, et on veut comprendre qu'est-ce qui arrive. Alors, quand les dysfonctionnants, ils sortent dans la rue, commencent trop à casser les couilles, bah, qu'à cela ne tienne, vous comprenez? Ils sortent à la rue, alors on les mutile, on les borgne, on les réprime sauvagement. Et bon, mais qu'est-ce que vous voulez, ils vont dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous sortez dans la rue, vous prenez vos risques. Vous voyez, parce que sortir dans la rue, protester, ce n'est plus un acte démocratique, c'est un débordement dysfonctionnant par rapport auquel, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous voyez bien, dire le peu de scandales que ça a provoqué, c'est trop dire. Aucun scandale qui a provoqué la quantité d'éborgnés, d'éclopés, de mutilés parmi les gilets jaunes. C'est-à-dire, mais alors tout le monde s'en fout. Et qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, mais vraiment super maltraités de Notre-Dame-des-Landes? Oui, il y a cette idée, vous comprenez, il dysfonctionne. C'est-à-dire que pourquoi ça ne provoque pas de scandale? Il ne provoque pas de scandale parce que ce n'est pas un autre, vous comprenez? C'est un dysfonctionnant. C'est un dysfonctionnant. Alors, effectivement, l'Occident, il va créer, dans l'époque de la modernité, pour le séparer de la hypermodernité, n'est-ce pas? Et dans l'époque de la modernité, effectivement, même la psychanalyse, je citais plusieurs fois ce truc très rigolo, c'est une horreur. Vous savez, les complexes d'Édipe, comme Deleuze va les présenter très clairement dans l'anti-Édipe, c'est les mécanismes d'individuation. N'est-ce pas? C'est un mécanisme de produire de l'individu. De produire de l'individu, voilà, etc. Alors, comme l'autre, non, la révolte contre le père. Et alors, j'ai commenté plusieurs fois, il y avait un couple de psychanalystes de l'Institut de psychanalyse de Paris, Enriquez s'appelait de nom de famille, que l'Institut international de psychanalyse a envoyé en Afrique pour prouver que l'Édipe était un mécanisme, un fonctionnement universel. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ces besoins qu'il a, elle sert d'établir son universalité. Ouais. Partout il y a des individus, partout il doit y avoir l'Édipe. Et alors les Enriquez, ils sont partis avec, vous voyez, les chapeaux des colons, avec la Bermuda, j'imagine, chasser l'Édipe en Afrique. Effectivement, ils n'ont trouvé aucun Édipe en Afrique. Ils sont revenus, ils ont construit un sophisme, une usine à gaz, je ne sais pas quoi, dans lequel, avec l'oncle maternel, et je ne sais pas quoi, mais il y avait de l'Édipe en Afrique. Vous comprenez? Il fallait qu'il y ait de l'Édipe en Afrique. Ces mécanismes-là de la colonisation sont des mécanismes qui trouvaient une opposition, qui trouvaient une violence, qui trouvaient au moins ils trouvaient des Barthélemy qui préféraient ne pas. Vous voyez? Les problèmes avec la colonisation algorithmique, c'est que c'est une mise en norme, une mise en forme d'une telle radicalité qu'elle, par contre, pour le moment, la résistance, elle est beaucoup plus complexe parce que même ceux qui résistent, par exemple les courants décolonisatrices, etc., par rapport à la question de la technologie, de l'algorithme, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une critique décolonisatrice du progrès
du productivisme. Pourquoi? Parce que bon, le progrès ne renvoie à rien, le progrès renvoie à cette idée de qu'on n'est jamais encore et alors il faut continuer. Et on voit bien, c'est-à-dire tous les ans, on parle des taux de croissance du pays. Alors, pourquoi taux de croissance? Vous comprenez? Pourquoi taux de croissance? Pourquoi? Eh bien, parce qu'un pays doit aussi croître, vous voyez, il n'est jamais. Il n'est jamais. Alors, nous, on voulait aller aujourd'hui, mais bon, ça va rester pour la prochaine fois, effectivement, la question où est-ce que nous sommes aujourd'hui de notre réflexion avec ces groupes plutôt sud-américains, n'est-ce pas? Où on est par rapport à la question de l'agir dans la complexité. Mais il est quand même important de comprendre les tenants et aboutissants de cette complexité. Vous comprenez pourquoi? Parce que si nous disons que nous opposons la pensée de la solution à la pensée de l'assomption de la situation, qui c'est le côté de l'État, eh bien, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand même, la solution implique des sujets déterminés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on discutait d'abord à la Maison de l'Amérique latine, ici il y a 2 ou 3 séminaires, avec Géraldine, la juriste qui travaille sur les nouveaux sujets des droits. Eh bien, le problème, c'est que même les sujets des droits maintiennent ces unités-là. Vous comprenez? Il y a les sujets des droits humains. Là, il y a 2 semaines, ils sont déclarés sujets des droits en éléphant aux États-Unis. On voit bien le développement de ça, qui marque, est un symptôme fort du fait que les humains ne peuvent plus continuer à se considérer comme le sujet unique. Mais la détermination des sujets des droits est un pas en avant et 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que, effectivement, on va faire un pas en avant en disant on n'est pas seul, mais on fait 2 pas en arrière parce qu'on individue les autres comme des sujets. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on les condamne quand même à une individuation comme la nôtre. Or, notre individuation, effectivement, est une individuation qui se pense en termes de problèmes, solutions, linéarité, donc sert. Donc s'inscrire dans cette attente permanente, non? C'est comme un peu la différence émancipation-libération, parce que dans l'émancipation, tu restes au sein de la même structure, mais tu fais rentrer d'autres, tu les élèves à ton niveau, dans ces cas les animaux, etc. Alors que la libération chez Couche, c'est créer quelque chose de nouveau, c'est tout ça. Absolument. Couche, oui. Je m'excuse d'intervenir très souvent, mais on est au moins 2 ici, et la dernière fois on était 3 ou 4. Nous faisons partie de collectifs qui se développent de plus en plus quand on dit que la colonisation algorithmique est une mise en œuvre d'une telle radicalité qu'elle suscite peu de résistance. Cette résistance, elle est en train de se développer partout, et nous en faisons partie. Si, tu as raison. Le problème, c'est, si tu veux, que les pratiques de résistance existent. Et heureusement qu'il existe les pratiques de résistance. Les pratiques de résistance existent sous 2 modes. Un mode plus organisé, horizontal, non? Qui sont des collectifs, qui sont des groupes, des associations, des pratiques même pas militantes, mais des pratiques de rencontres, quoi, des rencontres de faire ensemble, n'est-ce pas, du lien. Et il existe aussi sous la forme des transgressions. N'est-ce pas? Une question qu'on s'est posée avec Bastien, c'est mais comment se manifeste dans le monde del ser, dans le monde colonial, comment se manifestent les tendances de l'État? Eh bien, se manifeste par exemple là, vous voyez, se manifeste là. C'est-à-dire tout d'un coup, un groupe dans lequel personne n'est payé pour, personne est légitime pour, personne a un objectif. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une gratuité totale. Vous comprenez? C'est une gratuité totale. C'est une sorte d'autoconvocation, une autoconvocation dans laquelle nous voulons faire quelque chose pour lequel nous ne sommes pas ni payés, ni désignés. Vous comprenez? Voilà. Un des problèmes qu'on avait dans un laboratoire social à Ris-Orangis, mais un des problèmes fondamentaux qu'on avait, un laboratoire social qui a fonctionné très bien pendant quelques années, c'était que les voisins qui devaient faire de la recherche sociale, ils disaient systématiquement, mais nous ne sommes pas légitimes. Et nous, on disait, eh bien, justement, c'est le moment que les pas légitimes fassent les choses.
Alors, il existe des résistances partout, c'est-à-dire il existe des recherches, des résistances. Le problème, c'est que ces résistances, d'abord, ils sont dans une sorte de répression fondamentale par la délégitimation, n'est-ce pas? C'est pas un autre, c'est des gens qui vont mal. Des gens qui vont mal, non, c'est ce qu'on dit, je ne dis pas moi, tu vois, mais c'est des gens qui vont mal, c'est des gens qui dysfonctionnent, non? Des inadaptés. Des inadaptés, tu vois. Des non compatibles, vous voyez, on parle des algorithmes compatibles, vous voyez, c'est-à-dire, et on le voit, c'est-à-dire les enfants, ils naissent apparemment algorithmes compatibles, vous voyez, c'est-à-dire que les enfants, c'est quand même assez incroyable, 2, 3 ans, 4 ans, ils ont une sorte de compatibilité avec la machine, chose que d'un point de vue neurophysiologique est assez compréhensible, mais en tout cas c'est impressionnant. La non-compatibilité n'arrive pas à être une dissidence, vous comprenez? La non-compatibilité est comme une sorte de dysfonctionnement. Alors, des résistances, il y en a partout, mais pour le moment, effectivement, la résistance n'arrive pas à produire des voies d'action, des réflexions qui créent pour le moins un imaginaire alternatif. Non mais vas-y, dis. Je ne suis pas convaincue du tout, mais on vous enverra des textes pour vous expliquer pourquoi nous sommes absolument convaincus que nous avons des choses très concrètes à faire et qui marchent très très bien. Non mais si, bien sûr qu'il y a des choses concrètes à faire et qui marchent bien. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que dans nos sociétés, il n'y a pas la place pour une altérité qui ne soit pas, une fois encore d'un point de vue colonialiste, simplement un nocere. Ce n'est pas une autre chose, vous comprenez? Ce n'est pas une autre chose. D'ailleurs, on peut se dire que pendant très longtemps, l'Union soviétique était l'autre des États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que tous les deux étaient dans le monde des serfs. Tous les deux étaient dans le monde de ce qu'on doit être quelqu'un, produire, le futur explique le présent, n'est-ce pas? Et pour le moment, malheureusement, je le regrette, mais de mon point de vue, effectivement, pour le moment, voilà, c'est-à-dire comment faire pour créer des pratiques qui puissent avoir une place, qui disent non mais quand même, il y a autre chose. Il y a autre chose. Des pratiques de phagocytation aussi. Voilà, des pratiques de... Oui, les pratiques de résistance passent aussi par des pratiques que Couch définit comme des pratiques de phagocytation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, il va décrire parce que lui, il écrit des trucs, c'est un philosophe et anthropologue, il écrit des trucs très concrets, après, il pense là-dessus. Mais bon, très concrètement, il raconte dans un autre village en Bolivie, dans un village de Bolivie indien, toute la communauté se met ensemble pour acheter un camion. Quand les camions arrivent, le camion, il est trop camion. Non, il est trop camion. C'est trop une machine. Donc, la discontinuité, les dangers pompe à eau, c'est-à-dire comment on fait. Non? Et alors, il va décrire toute une série de rituels, non? Toute une série de rituels, avec des sacrifices, avec des bénédictions, des malédictions, pour incorporer sans trop de discontinuité un camion à la communauté. Mais incorporer un camion à la communauté de façon d'un phagocytage est toujours en danger. Parce que tu te phagocytes, mais il peut t'empoisonner. Tu peux ne pas pouvoir les métaboliser. Tu peux avoir une occlusion intestinale, vous comprenez? C'est-à-dire que phagocyter un élément est toujours un haut risque. C'est pour ça qu'il faut des pratiques sacrificielles énormes, et c'est pour ça aussi qu'il n'est absolument pas question d'utiliser le camion qu'on va l'utiliser les propriétaires d'un camion dans une ville. Vous comprenez? Les camions seront utilisés de telle façon, tel jour, par telle personne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'effectivement, des techniques de phagocytation sont des techniques de résistance aussi. Alors, il y a des techniques de résistance. Mais, de mon point de vue,
de notre point de vue, c'est pour ça qu'on travaille depuis 2 ans avec ses amis aussi. L'idée, c'est de dire, bon, il y a comme quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment apprendre à penser et agir par rapport aux problèmes qui menacent le vivant, non pas comme des problèmes qui cherchent une solution, mais comme des situations. Vous comprenez? Telle est la donne, voyez? Apprendre à dire, bon, telle est la donne. Étant donné que ça, c'est la donne, comment on agit avec cette donne-là? Je dirais que, par exemple, nos amis, parce que ce sont vraiment des amis, qui sont plutôt dans des positions technophobes, n'est-ce pas? Les amis technophobes, justement, ils sont comme du mal, c'est encore, de notre point de vue, un pas de côté, un peu du côté del ser. Parce que, donc, la technologie pose un problème. Nous, depuis très longtemps, on écrit, on travaille là-dessus en disant, la seule possibilité, qui n'est pas une solution, justement, la seule possibilité qui n'est pas une solution d'assumer la situation actuelle, c'est effectivement ce que Couch appelle fagocité, c'est que nous appelons hybrider. N'est-ce pas? C'est que nous appelons hybridation. L'hybridation est un danger total, n'est-ce pas? Est un danger total. Parce que dans l'hybridation, il y a une... quand on abandonne la solution, il y a le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Eh bien, la dégradation des niveaux du vivant. La perte d'une série de possibles du vivant. Effectivement, même peut-être c'est que Jean-Michel Vézinier appelle une simplification de l'humain. Oui, peut-être il y aura inévitablement, c'est-à-dire la question c'est, est-ce que notre petite humanité est capable de faire 2 pas à la fois? Une, ne plus se vivre, ne plus se penser comme un sujet qui a des problèmes et qui cherche des solutions. Vous voyez? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que assumer une situation, assumer une donne, est quelque chose dans lequel tous les vecteurs de la situation entrent en ligne de compte. Vous comprenez? Ce qu'on appelle la nature, les animaux, l'atmosphère, c'est-à-dire que tous les éléments qui nous incluent. D'une part, c'est ça. Le premier pas, c'est ce pas-là, que, pour le dire de façon raccourcie, c'est sortir de l'anthropocentrisme. Sortir de l'anthropocentrisme. Une chose, c'est le dire, autre chose, c'est commencer à imaginer le début du début pour nous. Hein? C'est que pour l'Indien, c'est la réalité. Pour nous, c'est à peine imaginable théoriquement. Le premier pas est celui-là. Et le deuxième pas, effectivement, c'est si des pratiques, si par bonheur des pratiques d'intégration organique, de nos pratiques, donc on ne parle pas des Indiens qui vivent en Patagonie, on parle de nous qui vivons en Babylone, n'est-ce pas? Mais 80% de la population vit dans des Babylones. Alors qu'est-ce que c'est dans les Babylones? Renouer avec des pratiques organiques. Qu'est-ce qu'en Babylone organique? Si par un bonheur incroyable et malheureusement pour le moment pas apparemment très probable, dans des Babylones, parce que c'est ça la discussion qu'on a eue pendant 2 ans, de façon récurrente, ils nous cassaient les pieds, les copains, parce qu'ils disaient, oui, mais dans les communautés indiennes, on vit comme ça, oui, mais dans les communautés indiennes, tout ça c'est déjà fait, oui, mais, et non, c'est oui, d'accord, mais tu vois, c'est-à-dire, au bout d'un moment, on dit, bon, mais tu comprends, on est très heureux pour vous, même que vous êtes en train de vous faire intoxiquer et tout ça, mais bon, on est quand même très heureux pour vous. Mais le problème, c'est qu'il y a 80% des cons qui vivent dans des Babylones. Et alors, le dialogue s'est un peu coupé là. Et on continue à travailler ensemble, mais bon, là, c'est resté en suspens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la question c'est, et c'est ce qu'on essaye, nous, d'avoir comme projet hyper ambitieux, même si c'est humble, hein, mais c'est hyper ambitieux dans la profondeur et humble dans la étendue, tu vois, à Corbeil. C'est-à-dire, comment on peut trouver des tendances organiques en Babylone? Vous comprenez? Comment on trouve? Parce que vous comprenez, il ne s'agit pas d'aller embrasser des arbres les dimanches matins, il ne s'agit pas de faire tu embrasses ce que tu veux, mais sinon, il ne s'agit pas de faire du yoga, on peut faire du yoga, on peut faire tout ce que mais
où il y a des pratiques organiques en Babylone, ça, c'est pas évident du tout. Tu vois? Dans les ZAD, il y en a une qui va se créer là où il y a eu 7000 personnes qui se sont opposées aux grandes bassines et vont créer une ZAD. L'Après-M, l'ancien McDo de Marseille, qui depuis 3 ans a distribué des milliers de colis alimentaires, qui veut ouvrir un fast-food social. Il y a des cas où ça tient, le temps que ça tient, jusqu'à ce qu'on soit évacué brutalement par la police. Et alors, on aura au moins vécu ça, on aura au moins montré qu'on peut le faire. Oui, ça c'est un élément important, les côtés, justement, un côté alternatif, c'est penser les pratiques comme pratiques éphémères. C'est important de penser, de rentrer en amitié avec les côtés éphémères des pratiques et apprendre à ne pas évaluer avec les yeux du colon, donc del ser, les pratiques en termes de qu'ils restent, vous voyez, ça c'est justement la pensée contestatrice del ser, créer des unions soviétiques, créer des pierres, créer des blocs. Non, justement, les côtés éphémères, il faut quand même apprendre à bouger, certainement. Un élément d'organicité dans Babylone, certainement, est apprendre à bouger dans l'éphémère, parce que c'est au cœur de l'éphémère que va nicher l'irréversible. N'est-ce pas? L'irréversible niche au cœur de l'éphémère, et non pas dans les grands monuments comme ça du bien contre le mal. Ok, très bien. Alors, un point, que c'est ce qu'on va aborder la dernière fois, et c'est le programme de l'année prochaine, mais lié à ces pratiques-là. Bon. Un point, c'est effectivement ça, où on peut identifier des tendances organiques. Ce que tu dis, effectivement, c'est une tendance organique. Je n'ai aucun doute que des groupes qui arrivent à agir en ne considérant pas l'éphémère comme un échec, donc qui ne sont pas dans la évaluation capitalistique de la chose, ça me semble que ça, c'est par exemple une tendance intéressante. Bon. C'est-à-dire qu'on fait le pari que ces tendances organiques, elles vont être allées chercher plutôt du côté du contre-pouvoir. Alors, les tendances organiques ne peuvent exister que du côté du contre-pouvoir, effectivement, c'est-à-dire les pouvoirs institutionnels ne peuvent qu'au mieux les permettre, mais c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer des tendances organiques au-delà que dans l'horizontalité multiple et contradictoire des expériences de contre-pouvoir, ça c'est évident. Bon, et le deuxième point, et je reviens à la question de ne pas se faire une indigestion. Vous comprenez? Parce que je suis très content pour la communauté indienne, je ne me souviens pas, c'était Oruro, je ne sais pas où, qui raconte ce cher Gunther Rodolfo Kusch, qui raconte comment ils se sont phagocytés le camion et que le camion n'a pas fait une indigestion. Je dis, mais c'est génial, Gunther, c'est génial. Simplement qu'une chose, c'est de bouffer un camion par une communauté indienne d'une montagne en Bolivie. Autre chose, ça va être digérer les mondes algorithmiques et les portables et les tablettes et les 5G. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, effectivement, comme on va phagocyter, c'est-à-dire comme on va s'hybrider sans que ça provoque une indigestion, parce que là aussi, il y a comme une sorte de course du temps, hein? C'est-à-dire, moi que j'ai travaillé pendant très longtemps les modifications neurologiques, neurophysiologiques, anatomiques et physiologiques du cerveau par la promiscuité avec les machines digitales. Moi je me dis, sincèrement, comment on peut imaginer une hybridation si la puissance dévastatrice comme ça de l'algorithme pour le moment a montré sa capacité de modification, de colonisation, d'écrasement du vivant. Alors, j'espère qu'effectivement, et là vraiment c'est une question que, c'est pas une question de dire de passer la main, ou passer le relais. Je pense que les appels digitalo-compatibles, c'est-à-dire les jeunes, non, parce qu'ils sont si digitalo-compatibles, peut-être c'est eux justement qui commenceront à inventer des formes transgressives qui permettront d'hybrider et phagocyter la machine. Vous comprenez? Peut-être, voyez. Mais dans tous les cas, voilà, si d'un côté, les grands défis, qui est la suite de notre travail théorique et pratique à la fois, non? Si un côté, donc, c'est
quelles sont les tendances et les pratiques organiques qui arrivent à ne pas penser en termes de solutions qui réindividualisent, mais en penser en termes d'ascension, ça c'est un bloc. L'autre bloc est certainement et comment on se phagocyte ces colons qui n'est personne. Parce que vous avez en Argentine, il y a, je vais arrêter là, sauf si vous voulez après intervenir. En Argentine, il y a une tradition à laquelle Borges, il a fait même un poème à la gloire des Indiens, parce que Solís, c'était un Espagnol qui est venu créer Buenos Aires. C'est la première fondation de Buenos Aires. Elle a été fondée 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que les premiers colons qui sont arrivés avec Solís, alors Borges, il a fait un poème qui dit « Et c'est le jour en el cual los indios comieron ». C'est le jour où les Indiens ils ont mangé. Parce que qui ils ont mangé? Ils ont mangé Solís. Et alors, donc, effectivement, il y a quand même cette histoire comme ça apologétique que tous les enfants argentins apprennent la joie au cœur, dès qu'on s'est bouffé Solís. Et on s'est bouffé Solís, voilà. Et alors, se bouffer les colons, c'est une très bonne chose à faire. Le problème, c'est que se bouffer les portables, les tablettes, les 5G, les antennes relais, ça va exiger quand même pas mal d'alka-seltzer, vous voyez. Voilà. Écoutez, voilà, moi de ma part, je m'arrête là pour aujourd'hui. Juste un mot quand même sur cette histoire-là, parce que c'était aussi un des objectifs de ce séminaire. C'était aussi toute la difficulté aujourd'hui est effectivement d'identifier des espaces et des lignes de conflictualité avec le monde algorithmique. Et la difficulté vient, pour faire le lien aussi avec le début, c'est que le monde algorithmique ne reconnaît aucune altérité et même aucune extériorité à lui-même. Le monde algorithmique s'oppose à rien. Il fonctionne par une forme de dislocation, par internalisation, justement, de toute singularité, de toute forme autoconsistante. C'est ça la difficulté. C'est qu'on n'est pas face à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit depuis le début d'ailleurs que c'est même pas la carte qui se substitue à ça, c'est la carte qui absorbe le territoire. Vous voyez, cette dynamique d'internalisation, de colonisation des tissus un peu conjonctifs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et toute la difficulté est là, et c'est vrai qu'on fait le pari que c'est du côté des pratiques artistiques, des pratiques de lutte sociale, qu'on peut voir ces espaces de conflictualité émerger. Très franchement, jusqu'à présent, moi, ces pratiques-là d'hybridation, et non pas justement comme la phagocytation qui vient, on va s'hybrider, et en fait, boum, on se fait coloniser, quoi. Voilà. Donc, toutes ces pratiques-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des choses émerger à droite à gauche, mais bon, voilà. Là encore, il faut être très humble. Ouais. Il y a quand même des pratiques artistiques qui sont intéressantes, par exemple au niveau du cinéma. Je crois que ces 5 dernières années, pour la première fois, il y a eu des films qui duraient carrément 2 heures, 2 heures et demie, sur par exemple un cheval, le cheval de Turin de Bellatar. Incroyable. Là, il y a un film qui vient de sortir au Festival de Cannes, c'est l'histoire d'un âne. Pendant 2 heures, c'est l'histoire d'un âne. Il y a un Italien qui a fait l'histoire d'une grotte, juste une grotte. C'est complètement... C'est absolument. Sur les chaînes, un autre qui vient de sortir en France sur les chaînes. Les chaînes, oui, je l'ai vu. Donc, là, il y a quand même une tendance qui... Moi, j'ai vu les chaînes, vous avez vu celle dont vous parlez, mais moi, j'ai vu les chaînes, et je l'ai vu avec ma fille qui a 7 ans, et effectivement, elle était émerveillée. C'est-à-dire qu'elle a pu voir quand même ces non-sujets. C'est-à-dire que ce qui était surprenant, je ne sais pas que je ne l'ai pas interrogé après, mais tel comme elle parlait, c'était pas l'arbre est un personnage comme de Walt Disney. Non, ce n'est pas une anthropomorphisation de l'arbre. Sinon, l'arbre est tout son écosystème. C'est magnifique. Les chênes, c'est un exemple vraiment d'organicité. Mais par rapport à ce qu'a dit Bastien, effectivement, là où il faut être humble par rapport aux luttes, non, il faut faire très attention, parce que quelle indigestion on connaît dans l'histoire, non? Eh bien, l'indigestion de toutes les luttes de décolonisation qu'il y a eu. Vous voyez, ils sont gagnés. Ils ont gagné. Mais ils ont fait une indigestion, et le néocolonialisme a réémergé sur des peaux noires, sur des peaux arabes, vous comprenez? C'est-à-dire,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la décolonisation de l'Afrique du Nord comme l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là? C'est passé qu'ils ont gagné militairement et contre la brutalité, l'horreur du colon. Vous savez, c'est comme on dit, non? En France, on fête le 8 mai comme la libération. Le même 8 mai, il y a eu 2 villages massacrés en Algérie, n'est-ce pas? Bien. Alors, donc, il faut être très prudent par rapport très humble, disons, humble non pas dans le sens catholique, dans le sens scientifique, des chercheurs humbles, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, militairement, il y a eu une décolonisation. Et structurellement, ça produit un néocolonialisme qui a fonctionné absolument dans le sens d'Elser. Alors moi, je voulais juste, pour finir, je voulais vous raconter une petite anecdote, 2 minutes. Il s'avère que, avec Bastien, avec d'autres, depuis très très longtemps, dans le collectif Malgré tout qui existe en Argentine, c'est de l'éphémère. Le collectif Malgré tout, c'est de l'éphémère parce que ça émerge ici, ça disparaît, on fait un truc, après pendant des années ça n'existe plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un tout petit peu à l'image, ce n'était pas l'inspiration, mais c'est à l'image de la Mano Negra, n'est-ce pas? C'est-à-dire, non pas le groupe de musique, c'est-à-dire que tout à coup, ça émerge, non, ça s'attaque aux fascistes, ça disparaît. Bon, les collectifs, malgré tout, comme ça, c'est-à-dire ça apparaît, ça disparaît, ça essaye un truc. Voilà. Alors, depuis très très longtemps, nous travaillons dans le sens, à nous qui inclut, voilà, dans le sens effectivement de cette organicité, de cette contestation de la modernité, etc., etc. Et moi, j'avais publié ces derniers temps la singularité du vivant, c'est-à-dire que avec Bastien, on avance dans l'idée d'une philosophie de l'organisme. Avec Théo, on a publié en Italie un petit bouquin sur la complexité et l'organique, etc. Et un jour, je suis devant ma bécane, et dans un site d'information argentin, je vois une photo. Je vois une photo, c'est la photo, cette photo, c'est la photo d'une maison. C'est la photo d'une chambre, d'une habitation. Je vois cette photo et ça m'a fasciné, cette photo. Ça m'a fasciné parce que je dis, ah, mais c'est magnifique. J'ai vu quelque chose là de magnifique, un lieu organique. Quelque chose de beau, un lieu organique, ça m'a fasciné. Et alors donc j'ai cherché en bas, non? Ça fait 1 an de ça. Je cherche en bas et c'est marqué, c'est la maison d'un philosophe argentin, Gunther Rodolfo Kusch. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de Rodolfo Kusch, jamais avait entendu parler. Et immédiatement, je me mets, depuis 1 an, je me mets à lire, j'ai tout lu de ce qu'il écrit, j'ai tout lu de ce qu'ils ont écrit sur Kusch, je relis Kusch, je travaille Kusch, je relis parce que je comprends. Mais ce qui est drôle, c'était que la rencontre avec Kusch, c'était à travers une sorte d'affinité élective par rapport à l'organicité. Vous comprenez? Je pense que si la photo que j'avais vue, par exemple, avait été, vous voyez, d'une maison, comme on dit, maison modèle, vous voyez, qu'on montre, vous voyez, où tout est propre, tout est clean, ben je serais passé à côté des Kusch. Mais il y avait une sorte de cohérence, vous voyez, une sorte de cohérence qui a déclenché une sorte d'affinité élective. Et plus je travaille Kusch, plus nous travaillons Kusch, plus on se rend compte que, effectivement, il a mis des mots sur des choses qu'on travaillait et que, par exemple, dans son travail sur les serres, estar siendo, el ser, sur la faculté, qu'effectivement, pas seulement il a eu une vision très très claire et fantastique, mais bon voilà, c'est-à-dire qu'on a phagocyté Kusch, mais je voulais raconter l'anecdote parce qu'effectivement, c'est la 2e fois que ça m'arrive dans ma vie, je vois une photo et après je me marie. La première fois, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, pas 15 ans, et j'ai vu dans une photo, dans un journal plutôt de droite, comme ça, à Buenos Aires, une photo d'un barbu qui avait l'air très sympathique, et au-dessous, c'était marqué tout petit, le docteur David Cooper, il pense que les fous sont des révolutionnaires et que les normaux sont dangereux. Et c'était le père de l'antipsychiatrie. Et c'était la photo. C'était la photo. Et
c'est drôle parce qu'il y a quand même ce type d'affinité comme ça qui émerge, non, justement, au-delà du symbolique, du dit, non, mais parce que de quoi parle même dans la photo, ça sent la poussière, cette maison, ça pue, comme il dit, la puanteur, comme il dit lui, sa maison, certainement, ça pue, non. C'est à Maimara, dans le nord-ouest argentin, n'est-ce pas? Eh bien, non, justement, je voulais raconter cette anecdote parce que c'est vrai que pour celles qui suivent les séminaires ou qui lisent nos bouquins depuis quelques années, tout à coup, Couche apparaît de nulle part. Eh bien, Couche, il s'est présenté à travers cette affinité élective de quelqu'un qui vivait organiquement, et à tel point il vivait organiquement que c'est même pas grave que le Gunther Rodolfo ne soit plus, parce que son œuvre est tellement organique comme sa maison. Vous voyez? Voilà, c'était juste pour partager cette anecdote.